présentation au Cégep Lévis. Est-ce que c'était possible de s'écrire? Oui. Donc bonjour, merci d'être présent ici aujourd'hui. On est également très content d'être ici. Vous savez, un nouveau projet d'entreprise peut être comparé à un long périple en mer. En effet, tout au long du trajet, il y a certaines surprises, embûches et des opportunités qui s'offrent à nous. On peut tomber face à face à une tempête. Il y a certains membres de l'équipage qui peuvent même quitter le bateau ou on peut faire des nouvelles découvertes. En analysant votre entreprise, on a pu voir que vous aviez vraiment un gros avantage concurrentiel face aux autres entreprises et qu'également vous faites très bonne route jusqu'ici. Par contre, depuis un certain temps, on a remarqué que justement vous vouliez aller vers de nouveaux horizons. Vous faites face à des nouveaux projets et tout. Et effectivement, c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui, mon équipe composée de Mathilde, Alec et moi-même Guillaume, pour justement vous conseiller du mieux qu'on peut pour vous diriger vers le meilleur cap possible pour vous. Plus spécifiquement, on avait comme mandat en tant que nouveau CPA de répondre aux diverses demandes de M. Tremblay et on va détailler la présentation comme suit. Donc, on va faire une analyse du modèle d'affaires d'une entreprise. Ensuite de ça, on va élaborer une situation actuelle. On va parler du gros projet d'acquisition qui est le noyau de notre présentation aujourd'hui. On va faire une analyse de la gestion de performance. On va parler de la réparation et maintenance. On va conclure avec la gestion du changement pour justement conclure la présentation. Donc, je laisse la parole à ma collègue Mathilde. Donc, si on suit à votre modèle d'affaires, au nôtre, en fait, on est dans l'industrie des pâtes et de papier, plus spécifiquement la niche des papiers recyclés. Donc, c'est bien important de se rappeler de ça tout au long de la rencontre. Donc, on sait que nos valeurs sont l'autonomie, l'engagement, la diversité, ainsi que le respect de l'environnement. Mais ça, je reviens dans notre avantage distinctif, l'innovation. Les gens n'achètent pas notre papier ou notre carton parce qu'on a un papier de luxe ou encore parce qu'on est le moins cher. Ils l'achètent parce qu'ils croient à nos convictions et au fait que notre produit innove sur le point de vue de l'environnement. Si on regarde notre situation actuelle, en ce moment, on vient de faire l'acquisition de moulins Armand pour augmenter nos capacités de production. C'est certain que suite à cette acquisition-là, on garde les employés qui sont là-bas et il y a une certaine réticence au changement. Ensuite, il y a des équipements qui sont près de la désuétude, donc il y a un gros changement d'équipement qu'il faut considérer en ce moment. Ensuite, la tarification intercompagnie qui est aléatoire, c'est certain qu'il va falloir l'aborder pour votre gestion de coûts qui en ce moment semble difficile. Compétition grandissante, on voit que notre compétition en ce moment veut se lancer dans notre niche de papier recyclé en utilisant des fibres recyclées au lieu de la fibre vierge. Donc, c'est vraiment important de se repositionner pour garder nos avantages compétitifs et rester un leader dans le secteur. On va suivre avec la solution détaillée de la façon dont on a parlé dans l'industrie. Oui, donc parlons maintenant du noyau de la présentation, comme mon collègue a si bien dit. Le projet d'acquisition à l'usine de Lévis qui consiste à acheter une nouvelle machine pour la production. Donc pour ce projet d'acquisition-là, on a fait une analyse qualitative et quantitative. Pour le côté qualitatif, on a fait une analyse au niveau des avantages et des inconvénients. Puis au niveau quantitatif, on a fait une analyse au niveau de la valeur actualisée des flux monétaires, plus communément appelée VAM pour les intimes. Donc, commençons par l'analyse qualitative. Au niveau des avantages, on va avoir une nouvelle machine. Comme ma collègue l'a mentionné, la machine en ce moment est désuète. Donc, ça va être vraiment important de remplacer cette machine-là dans le futur. Donc, ça constitue un avantage pour l'entreprise, pour la pérennité de celle-ci. Au niveau de l'avantage aussi qui est concurrentiel, on sait que c'est vraiment important pour vous de vous démarquer dans votre secteur d'activité. Donc, acquérir cette nouvelle machine-là, ça pourrait vous permettre justement de conserver cet avantage concurrentiel-là, puis de vous démarquer au niveau de tout l'ensemble du marché. Aussi, cette nouvelle machine-là va avoir la capacité de réduire vos coûts. On parle ici de réduire les coûts en termes de main-d'œuvre, en termes de frais de termes de matières premières, puis aussi au niveau des coûts d'énergie. Et puis aussi, tel que mentionné, on va avoir une augmentation des ventes de 10 pour ce qui est des 5 premières années, puis à travers les 20 autres années du projet, on va avoir une augmentation des ventes de 6,5 %.
Donc, maintenant, pour ce qui est des inconvénients, c'est sûr que cette acquisition de machine-là va coûter extrêmement cher au début. On parle d'un investissement initial d'environ 3,8 millions, ce qui peut paraître énorme. Aussi, considérant que vous avez aussi une inquiétude au niveau du fonds de roulement de notre entreprise, donc ça va être important de bien évaluer ça en cours de route. Le délai d'implantation aussi de la machine, on a discuté que ça prendrait environ 45 jours pour enlever la machine actuelle, la remplacer, former les employés pour tout ça. Donc, ça va créer un coût, une perte en termes de vente pour ces 45 jours-là. Aussi, il peut y avoir un problème au niveau de l'approvisionnement. Comme j'ai mentionné, cette machine-là va avoir une capacité qui est plus grande qu'en ce moment. Donc, ça va être important pour vous, pour nous, en fait, avec nos fournisseurs, d'obtenir des garanties auprès d'eux pour avoir un approvisionnement qui est constant, puis être capable de maintenir cette croissance-là au terme de notre entreprise. Aussi, un autre inconvénient, ça peut parfois nous casser les genoux, autrement dit, contracter une dette, c'est quelque chose qui peut être, que nous, on s'est donné comme mandat aussi d'analyser avec les options de financement que je vais vous parler un peu plus tard. Donc, pour ce qui est de l'analyse quantitative, comme j'ai mentionné, on a fait une valeur actualisée des flux monétaires sur une période de 25 ans. Donc, pour les entrées de fonds, on a pris en considération, comme j'ai mentionné, une augmentation des ventes de 10 pour les 5 premières années. Là, c'est sûr qu'on ne le voit pas à cause qu'on a rétréci le tableau, mais vous pouvez le voir en annexe. Et puis aussi, on va avoir une économie de coût au niveau des matières premières qui va être mieux. En termes il y avait des flux isolés à notre usine en ce moment, donc on vient réduire ces coûts-là, ce qui vient faire une entrée de fonds. En termes de sortie de fonds, c'est sûr que, comme j'ai mentionné, il va y avoir la sortie de fonds initiale de 3,8 millions, les frais de transport, il va y avoir des frais d'entretien annuels aussi qu'on a ajouté à notre calcul de vente de 85 000 $ par année, qui va être important de prendre en compte, puis aussi des frais de formation, parce que cette machine-là, oui, elle vient augmenter l'automatisation au niveau de l'entreprise, au niveau de la fabrication, mais ça va être bien important de former les employés pour qu'ils soient capables de bien comprendre la machine, d'être capables de bien l'utiliser pour ne pas augmenter les pertes au niveau de la matière première qu'on a déjà. Donc, à travers tout ça, on arrive à un flux monétaire actualisé de 46 millions. Ce qui est très intéressant aussi, mais il faut prendre en compte que c'est sur 25 ans. Mais considérant le chiffre d'affaires de votre entreprise, ça peut paraître peu, mais on constate que c'est vraiment une bonne acquisition pour l'entreprise actuellement pour augmenter les ventes et puis le revenu global de notre entreprise. Bon, pour ce qui est des options de financement, on en avait deux qui étaient proposées, soit par prêt d'argent et le siège social. On a fait une analyse des avantages et des inconvénients pour chacune des options de financement. Et pour les avantages au niveau de prêt d'argent, c'est sûr que c'est un prêt qui est externe. Donc, ça va être bon aussi pour on va être capable de négocier, etc. Au niveau des inconvénients, c'est sûr que c'est une dette qui est sur 15 ans maximum. Donc, les coûts en capital puis en intérêt vont être plus élevés au terme de ces 15 ans-là. Et puis, il y a un taux d'intérêt qui est plus élevé à 6,5 %. Aussi, contracter cette dette-là, ça engage des frais d'audit parce que le prêt d'argent nous oblige à auditer nos états financiers en ce moment. Si on contracte la dette, en fait, qui, ça, selon notre chiffre d'affaires, peut représenter des coûts extrêmement élevés. On parle de peut-être 250 000 à 500 000 $ pour auditer. Donc, c'est des coûts qui sont très importants. Et puis, on doit donner la machine en garantie. Pour ce qui est de la dette au niveau du siège social, les avantages, c'est qu'il y a un taux d'intérêt qui est plus petit. On n'a aucune obligation de donner notre machinerie en garantie, ce qui est très intéressant. On garde le contrôle de la dette au niveau du siège social, ça va être plus facile aussi à communiquer à travers ça, puis ça reste à l'interne. Et puis, la dette est sur une durée de 20 ans. Donc, les frais en capital et intérêts vont être dispersés dans le temps. Puis, comme je parlais de fonds de roulement tantôt, ça va être intéressant parce que ça engage des plus petits frais mensuels. Donc, ça, c'est les deux options qu'on avait analysées. Si c'était juste ça, c'est sûr que nous, on irait avec la dette pour le siège social, mais mon amie Mathilde va vous parler d'une option de financement qu'on a trouvée qui est très intéressante. C'est bien beau de parler de financement, mais est-ce qu'on est capable de se faire financer? On a regardé, en fait, si vous étiez capable de payer vos intérêts en ce moment, vous êtes à un taux d'environ 20 fois vos intérêts avec votre bénéfice avant impôt et intérêts. Donc, c'est très bon et c'est certain que vous allez passer au financement. Par contre, comment se financer? On a été voir avec un financement de la BDC, en fait, qui pourrait vous être offert. C'est certain qu'il faudrait voir si on respecte toutes les conditions, car c'est difficile à évaluer, puis il faut appliquer, et eux font la sélection.
Mais tout d'abord, il y a un report de versement de capital de 24 mois. Ça veut dire, avant de commencer à payer le moindre sou sur l'équipement en tant que tel, on a 24 mois de délai, 2 ans. Donc, c'est vraiment bon pour le fonds de roulement dont vous disiez que vous avez certaines inquiétudes. Donc, ça va nous permettre de rétablir ce stress-là, en fait. Délai de jusqu'à 12 ans, ça c'est certain qu'on en a parlé, que c'est un petit inconvénient d'avoir des délais plus courts, mais on pourrait quand même contracter la dette avec la BDC, puis ensuite prendre une dette avec le siège social, puisque c'est à l'interne. Après les 12 ans, si on a besoin de plus de temps. Calendrier de remboursement adapté, on sait que notre entreprise, en fait, c'est cyclique les revenus, donc ça va permettre de peut-être pouvoir faire plus de paiements pendant nos périodes fortes, puis avoir des relâchements de paiement quand on est en baisse de revenus. Ensuite, remboursement sans pénalité. Si dans 9 ans, on décide de vendre, puis on fait un gros montant, puis on veut repayer tout de suite, il n'y a aucune pénalité associée à ça. Et en plus, aucune garantie associée. Donc, en vrai, le seul inconvénient, c'est si on n'est pas admissible. Ça, c'est certain que ça peut être difficile, mais c'est un financement pour équipement énergétique. Donc, en venant réduire les énergies, c'est presque certain qu'on va être autorisé à avoir ce financement-là. Et le délai jusqu'à 12 ans, comme je vous parlais, on va pouvoir repayer avec une dette à l'interne si jamais on a besoin de plus de temps. Donc, la recommandation en ce qui a trait, ceci, c'est d'aller de l'avant avec le projet et de financement, en fait, et d'opter pour un financement avec la BDC si possible, sinon d'aller avec le financement à l'interne avec le siège social. Oui, donc pour ce qui est de la gestion de la performance, on a fait une analyse d'écart aussi en termes du 4e trimestre puis annuel. Donc, comme ma collègue l'a mentionné, on a des tarifs intercompagnies en ce moment qui sont non encadrés. On ne fait pas de gestion de coûts au niveau de nos moulins, puis après ça au niveau de notre usine à l'interne. Comme je l'ai mentionné, il n'y a aucun contrôle aussi au niveau des coûts de la matière première. On utilise beaucoup trop de matière première, comme je peux le montrer avec les chiffres. Oui, exactement. Annuellement, on a un écart de quantité qui se trouve à être 36,7 millions de dollars défavorable. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise beaucoup trop de matières premières dans notre processus de fabrication. C'est sûr, avec le projet d'investissement qu'on vient de vous présenter, cet écart de quantité-là va venir réduire énormément parce que, en ce moment, on a une machine, comme j'ai mentionné, qui est désuète. Donc, à venir acquérir cette machine-là, on va venir améliorer ces chiffres-là avec une très grande marge. Pour ce qui est mais c'est ça. Pourquoi qu'on analyse nos écarts? C'est pour être capable de voir rapidement où sont nos problèmes au niveau de la production. Comme je l'ai mentionné, on a un écart défavorable au niveau de la quantité de matières premières, puis aussi au niveau de l'utilisation de nos ressources en termes de main-d'œuvre. Ouais. Donc, pour ce qui est de la gestion de la performance, c'est sûr que nos recommandations vont être en sorte d'analyser nos écarts dans les moulins, d'établir des objectifs qui sont smart, pour être en mesure justement de bien les contrôler, que ce soit temporel, que ce soit très réalisable rapidement, et puis de mettre quelqu'un qui va être en charge de faire le suivi de ces analyses-là. Parce que c'est bien beau avoir le plus beau système d'écart. Si personne ne fait le suivi de ça à court terme, à moyen terme, à long terme, ça n'aura aucun impact dans notre entreprise. Et puis aussi, on peut offrir des incitatifs au respect des objectifs de performance, dans le sens où si les employés ils réussissent vraiment à appliquer un bon contrôle au niveau des coûts de matières premières, au niveau de la quantité qu'on met en production, ça va venir vraiment motiver tout le monde à aller dans la même direction, comme mon collègue l'a dit, de garder le même cap à travers notre production. Si on parle un peu de ces incitatifs-là, en fait, il va y avoir peut-être des après-midi de congé pour des équipes qui surpassent les objectifs ou encore des petits cadeaux, des soupers pizza, des choses comme ça qui pourraient, sans avoir monétairement quelque chose associé à leur paie, venir encourager à respecter les différents indicateurs qu'on va leur mettre. Donc, pour ce qui est de la recommandation, on va appliquer une gestion de coût dans les moulins. Parce qu'en ce moment, on contrôle zéro dans les moulins, fait qu'on ne sait pas si c'est qu'on paye notre matière première trop cher ou qu'il passe trop de temps à la transformer pour ensuite l'amener dans les compagnies, ou encore si, c'est ça, et établir un plan incitatif associé avec ces écarts-là. La gestion de la performance, c'est comme un autobus.
On sait que vous venez d'acheter une nouvelle compagnie, puis que c'est un peu difficile d'associer, d'arrimer en fait les objectifs de la maison mère avec la nouvelle compagnie. Donc, dans l'autobus, qui est la gestion de performance, il y a des gens qui sont à l'avant du changement. Ils sont sur le siège conducteur, puis ils veulent aller de plus en plus loin. Eux, ils font des actions concrètes pour amener le changement plus loin. Ensuite, dans le milieu de l'autobus, il y a environ un 70% qui sont soit pour le changement, contre le changement, mais ils font pas rien pour vous mettre des bâtons dans les roues ou vous aider là-dedans. Ensuite, il y a les gens à l'arrière de l'autobus. Eux, ils sont réticents au changement, ils vous mettent des bâtons dans les roues, puis ils ne veulent pas que l'autobus avance. Donc, on va venir mettre la gestion de performance en 3 étapes, soit décristallisation, mouvement, cristallisation. Au départ, avec la décristallisation, on va vraiment prendre soin d'impliquer les gens dans l'organisme pour qu'ils se sentent impliqués dans le changement. Donc, comité de presse, des rencontres avec eux et vraiment initier le changement. Dans le mouvement, on va vraiment aller faire des révisions de processus, tout rétablir, mais en impliquant ces gens-là à l'intérieur. Et bien sûr, avoir des utilisateurs champions. Donc, si on change, on implante des nouvelles choses dans cette société-là qui n'est pas forcément encore tout à fait arrimée avec papier, carton, recyclé. On va avoir des utilisateurs champions qui vont donner à l'avant le changement puis aider les autres à avancer dans l'autobus. Ensuite, dans l'étape de cristallisation, c'est davantage du suivi de la stabilisation puis incorporer tous les changements dans la routine de nos gens. Donc, en utilisant le modèle de changement de Lewin, on va amener les gens qui sont à l'arrière de l'autobus le plus à l'avant de l'autobus possible. Donc, finalement, le dernier point, pour la réparation et maintenance, on a eu la chance d'avoir une bonne discussion avec le directeur de production. Suite à cette discussion-là, on a pu voir qu'il y avait un certain manque au niveau de la réparation et maintenance, surtout à l'interne, parce que les effectifs qui sont là présentement, il n'y avait pas nécessairement le temps de faire les bonnes maintenances et réparations, ce qui a amené que la quantité et la qualité des produits que vous offrez pourraient diminuer, parce que justement, c'est important de bien faire une maintenance sur nos machines. Donc, si on se rappelle bien, monsieur le directeur de production nous a proposé 2 options. La première option, c'était de faire de la sous-traitance pour justement faire cette maintenance-là. C'était 2 fois par mois. Donc, il y a 5 employés qui venaient, un chiffre de 8 heures 2 fois par mois, ce qui représente 80 heures par mois. Et ensuite de ça, il y avait l'embauche interne. Le directeur de production nous a proposé, en fait, que chaque employé, chacun des 6 employés, fasse 1 heure de plus à la fin de chacun de ses corps de travail pour justement pallier à ce manque de maintenance-là. Et au bout de 4 mois et demi, il y aurait un nouveau directeur de la maintenance qui serait engagé. On a fait une petite analyse plus qualitative que quantitative, on en parlait après, mais côté qualitatif, on a soulevé que la flexibilité au niveau justement de la maintenance, c'était mieux d'y aller avec l'embauche interne. Parce que en sous-traitance, c'est vraiment fixe. C'est 2 journées par mois, et ces 2 journées-là sont vraiment fixes, on ne peut pas les changer. Puis c'est pas vraiment selon nos besoins, tandis que en embauche interne, on en fait un petit peu de maintenance pas mal tout le temps. Ensuite de ça, il y a la spécialisation. On sait qu'en sous-traitance, les gens auxquels vous voulez faire affaire sont vraiment alignés sur vos valeurs et ils sont vraiment compétents. On sait qu'ils sont reconnus sur le marché pour faire ça. Et comme ce n'est pas votre domaine, vous faites des papiers carton, ce n'est pas votre domaine vraiment faire de la maintenance, ça serait bien d'engager ces gens-là 2 fois par mois justement pour régler les plus gros problèmes de bris de machine. Ensuite, il y a la disponibilité. C'est sûr qu'en embauche interne, ça peut créer des problèmes. Demander à quelqu'un de rester 1 heure de plus, on ne sait pas si ça va être accepté ou non. Tandis qu'on sait qu'avec la sous-traitance, ils vont venir 2 fois par mois, c'est fixe. Et ce qui est pour si on parle maintenant de la qualité, c'est sûr que si on le fait à l'interne, on demande 1 heure de plus à la fin du travail, entre 5 et 6 heures. Donc en fin de journée, faire de la maintenance sur des machines qui sont un peu plus spécifiques, ça va être difficile, dans le fond, d'aller chercher la même qualité que les gens qui viennent 2 fois par mois. Donc, ça mène un coût pour la première année en sous-traitance de 43 200, comparativement à 39 060 $, ce qui représente, c'est très peu pour dans le fond, la maintenance, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus. Et le coût annuel serait de 43 200 après la première année, après avoir engagé quelqu'un à temps plein, comparativement à 34 560. Donc, on recommande d'opter, bien sûr, pour la sous-traitance. Donc, en bref, on vous a recommandé, dans le fond, d'aller à l'avant avec le projet d'investissement. On vous a recommandé aussi d'aller chercher un investissement avec la BDC,
d'appliquer une gestion des coûts de moulin, établir un plan incitatif, appliquer un modèle de gestion des changements de Lewin, comme ma collègue l'a présenté, et également opter pour la sous-traitance de la maintenance. Donc, finalement, on est certain qu'avec toutes les recommandations qu'on vous a données, votre entreprise va être florissante au fil des années et un océan d'opportunités va s'offrir à vous. Merci. Au niveau de la sous-traitance, vous nous recommandez, la maintenance, vous nous conseillez d'aller avec la sous-traitance. Donc, admettons, on vous écoute, puis il y a une année qui passe, ça va bien, les sous-traitants sont là. À l'interne, on perd l'expertise, donc les employés arrêtent de réparer nos machines, donc avec le temps, ils ne savent plus comment le faire. Là, on a un problème subi qui fait arrêter la ligne de production, mais l'équipe de sous-traitance n'est pas disponible pour venir. En fait, en faisant la discussion avec le professeur, le directeur de production, j'ai compris qu'il y avait déjà 6 employés qui faisaient cette maintenance-là présentement. Donc, c'est vraiment un manque parce qu'il manquait de personnel. C'est pour ça qu'il voulait, si on prenait l'option d'aller chercher une personne de plus qui prenait 4 mois et demi, ça viendrait combler ce problème de maintenance-là. Fait avec les gens en sous-traitance qui vont venir 2 fois par mois, ça va vraiment venir combler au global. C'est pas besoin que quelqu'un, que ça soit une personne à temps plein. Ils vont vraiment venir porter un soutien à l'équipe présente en réglant les plus gros problèmes parce qu'ils vont être 5 à la fois, ils sont tous du même groupe, sont vraiment compétents, donc ça va vraiment venir traiter ce problème. On a parlé de bateaux, d'autobus, mais là il y a un train qui est en marche. Là. Vous voyez venir avec l'informatique puis la demande pour le papier qui est en constante diminution. Là, on s'engage pour un projet sur 12 à 20 ans au niveau de l'acquisition d'une machine de séchage pour produire encore du papier. Comment est-ce que ça s'en est avec les orientations stratégiques puis un peu l'axe de l'entreprise? Comment est-ce que vous voyez ça face à la décroissance de la demande pour du papier? En fait, on sait que le papier, en ce moment, on en a encore besoin, puis on devrait sûrement en avoir besoin encore un bon moment. Puis on sait que on est très bon pour réutiliser nos machines dans d'autres axes de stratégie. Donc, si jamais on décide de changer, de ne plus faire de carton, mais de s'en aller vers autre chose, il y a assurément moyen de vendre cette machine-là ou de la modifier pour l'utiliser à d'autres fins. Donc, c'est certain que de commencer à faire de la recherche-développement pour voir si on peut aller vers du papier réutilisable ou des choses comme ça qui existent sur d'autres marchés, que ça pourrait être pertinent de se réaxer, mais en ce moment, on sait que vous êtes très fort là-dedans. Sûrement qu'il y a de la recherche et développement en ce moment que vous faites pour vous aider à atteindre ces défis-là. Si je peux rajouter, en fait, on a parlé de la liste des corps. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'écarts défavorables au niveau de la quantité. C'est sûr qu'on a parlé de la sécherie, que ça en était un facteur, mais est-ce qu'il pouvait y en avoir d'autres? Nous, on a vraiment concentré notre analyse au niveau que la machine qu'on a en ce moment est désuète, puis on perd justement cette matière première-là qu'on met en production. Aussi, j'ai mentionné, je ne sais pas trop si j'ai été clair, au niveau de la main-d'œuvre, on avait un écart défavorable au niveau des taux de. On payait nos employés moins cher que les standards. Ça peut aussi avoir un impact au niveau de la quantité que les employés vont mettre en production, dans le sens où quand les employés sont pas motivés ou ils ne prennent pas aussi en considération tout ce contrôle interne au niveau de la matière première qu'ils vont mettre en processus, on peut dire peut-être que les employés ne prennent pas ça en considération dans le sens, peu importe combien de matière je vais faire, moi au final je vais arriver à une certaine quantité de production de produits finis. Il n'y a pas de gestion au niveau de ça. C'est pour ça qu'on proposait aussi de mettre quelqu'un à l'interne pour venir contrôler ces accords-là, pour faire ces analyses-là, puis d'impliquer aussi les employés à travers tout le processus pour que ça soit bien géré, que ça soit efficace puis efficient aussi pour la durée du projet. Vous avez parlé un peu de la gestion de la performance, d'établir des objectifs SMART. C'est quoi ça, des objectifs SMART? Pourriez-vous m'en donner quelques exemples? Oui, donc des objectifs SMART, ça va être je ne me rappelle plus du S, mais mesurables, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporels. Donc, on veut que donc, atteindre les objectifs, on ne se mettra pas un objectif de réduire de moitié ce qu'on utilise parce que ce n'est pas réalisable, ce n'est pas atteignable. Donc, des objectifs réalisables qu'on va partager avec les gens à l'interne. Puis,
en ayant des incitatifs, justement, ça va permettre de les atteindre. Mais par exemple, un objectif, ça pourrait être d'utiliser, suivre les standards, en fait. Donc, mettons qu'il y a des standards de matière première, puis tu es censé utiliser dans ta recette 3 litres de papier, de pulpe de papier. Bien, si tu n'utilises 3,5 litres, bien là, c'est défavorable, puis c'est pas atteint. OK. Merci beaucoup. Si je peux rajouter, au niveau de la gestion de la performance, dans la section mouvement, vous avez parlé d'utilisateurs champions. En fait, comment on va déterminer ces utilisateurs-là champions? En fait, les utilisateurs champions, on va choisir les gens qui sont déjà à l'avant de l'autobus. Okay. Donc, on va prendre ces gens-là qui sont déjà à l'avant du changement, qui sont impliqués dans l'entreprise. On va les former, en fait, pour qu'ils deviennent très bons dans ce qu'on veut changer dans l'entreprise, puis les faire interagir avec leurs collègues. En comptabilité, on part souvent du triple bilan, le bilan financier, le bilan environnemental, puis le bilan social. La période de Environnemental, questions est terminée.